Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir je recevrai Maître Harry Durimel avec qui on reviendra de façon très détaillée sur la problématique de la pollution des sols au chlordécone et sur la prescription voulue par les juges qui sont en train d'instruire cette affaire. On rappelle que la plainte a été posée par Harry Durimel depuis 2006, que finalement les auditions ont commencé cette année en 2021. Ce sera après la coupure pub de 19h donc dans le Focus, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mercredi 3 février 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur cette opération de contrôle des tests Covid et des motifs impérieux à l'aéroport Paul Caraïbes. Puis nous nous pencherons sur les filières d'ingénieurs trop peu fréquentées par les femmes, une tendance que le lycée Chevalier de Saint-Georges entend renverser. Et enfin, nous irons à Morne-à-l'Eau où la ville inaugure un local amovible pour les agents du cimetière. Et qui plus est, ce soir, je recevrai le docteur Véronique Bourbis qui nous parlera de la sensibilisation à la détection du cancer de la prostate. Et avec les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud Basse-Terre, de nombreuses montées des eaux sont survenues au Saut-d'Acoma à Pointe-Noire, au chute du Carbet à Capesterre-Belle-Eau, à Vieux-Habitants et Petit-Bourg. Au Saut de la Lézarde, un homme de 70 ans et une fille de 10 ans ont été emportés par les eaux. Une vingtaine de pompiers sont sur place pour tenter d'effectuer un sauvetage aquatique. Une autre personne est portée disparue entre la première et la deuxième chute du Carbet, soit 3 personnes disparues au total. Et par temps de pluie, la prudence est de mise en montagne et aux abords des cours d'eau, on le répète, puisque lors de cet épisode pluvieux, ce sont pas moins de 25 personnes en difficulté qui ont été mises en sécurité, dont 3 personnes élitreillées, principalement des touristes. Mais en cas de mauvais temps, ne vous rendez pas à la rivière. Et retour maintenant sur le 4e point Covid de l'année qui traduit une amélioration de la situation épidémiologique en Guadeloupe. Taux d'incidence et de positivité sont en baisse depuis plusieurs semaines maintenant, atteignant des valeurs très basses. Mais pour la préfecture, la vigilance est de mise. Le reportage. L'important, c'est de dire que les mesures qui sont prises sont des mesures qui peuvent être avec un cadre national, mais qu'on les adapte aussi localement ici. Tout ce qu'on vit dans la gestion du deuxième épisode important de l'épidémie depuis août dernier montre bien qu'on a adapté les mesures ici localement. Ça nous a permis d'avoir une réponse adaptée sans confinement, sans couvre-feu, alors que vous savez que dans d'autres territoires de la République, ça l'était. On a réussi à maîtriser de cette façon la deuxième vague de l'épidémie. On est passé à travers les vacances de Noël, là aussi, en maîtrisant les choses, donc c'est important de le faire. Et puis là, aujourd'hui, on a encore une adaptation, puisque par rapport à l'Hexagone, on a des mises en œuvre de mesures qui ne sont pas appliquées ici, parce que nous ne sommes pas sur le même degré de dangerosité de ce virus et d'épidémie. Je pense notamment à la fermeture des centres commerciaux de 20 000 m², qui est maintenant une réalité en métropole et dans l'Hexagone, mais qui n'est pas le cas ici en Guadeloupe. En revanche, ce qui est certain, c'est que la préservation du risque, qui est très fort aujourd'hui de la contamination par des variants, ça c'est un modèle qui est mis en place pour l'ensemble des Outre-mer, parce que là je crois qu'il y a vraiment un besoin de se préserver tous de l'arrivée de l'extérieur de ces variants, au moins pendant une période pendant laquelle la vaccination monte en puissance, un peu trop doucement à mon goût ici en Guadeloupe, parce qu'on a encore un problème d'adhésion. C'est pas un problème de centre ou de capacité, puisque là maintenant on a 8 centres qui sont disponibles et qui sont ouverts. C'est encore un problème d'adhésion. Il faut que nous puissions convaincre de l'importance de cette vaccination, parce que je rappelle que sans la vaccination, nous n'avons rien pour empêcher l'épidémie à terme. Le recensement des personnes volontaires est une chose, et c'est vrai qu'elle ne doit pas souffrir d'obstacles. Il faut vraiment que les personnes qui sont volontaires pour se faire vacciner contactent la plateforme Riposte 99 14 74 05 90 devant, et là elles auront au plus près de leur domicile, au plus près de leur vœu, elles auront un rendez-vous à partir du moment où elles font partie
partie du public cible, éligible à la vaccination. Le premier public pour nous, en dehors des personnes en EHPAD qui sont hospitalisées et qui sont déjà prises en charge par ailleurs, le premier public cible pour nous, ce sont les plus de 75 ans. Si vous avez plus de 75 ans et que vous êtes volontaire pour vous faire vacciner, n'hésitez pas à composer ce numéro pour prendre rendez-vous au plus près de votre domicile. Idéalement, avec les CECAS, nous essayons d'organiser au mieux les prises en charge, les mobilités, pour faire en sorte que les personnes soient aidées dans leur déplacement le jour venu pour accéder au centre de vaccination le plus proche du domicile et qu'elles puissent se faire vacciner tranquillement. Je pense que les gens ont compris maintenant l'intérêt qu'il y avait à continuer à respecter les gestes barrières, à continuer à faire attention et donc avoir une activité qui n'est pas l'activité normale. On en a bien conscience. Carnaval, on est la preuve. Je crois que le travail que nous avons fait avec les groupes APO et avec les associations aujourd'hui fonctionne. Je dis juste à ceux qui ont envie de faire des déboulés, puisqu'on en a connu un ou deux, qu'ils seront verbalisés puisqu'ils sont interdits. Ça fait partie aussi du protocole que nous avons passé avec les groupes APO. On peut s'entraîner, on peut donner libre cours au spectacle en répétition dans les enceintes des associations, mais pas sur la voie publique et pas dans des déboulés qui ne sont pas autorisés, bien entendu. Donc oui, on a un vrai enjeu de passer ces vacances de carnaval pour qu'on n'ait pas une augmentation très forte du nombre de cas. Donc il faut que chacun ait bien conscience que nous avons encore quelques mois dans lesquels il va falloir que nous portions le masque, que nous gardions des distances entre nous, que nous évitions les embrassades, que nous ne puissions pas nous rassembler sur la voie publique et nous fassions attention dans les restaurants ou dans les commerces. Et on n'oublie pas que quand même en Guadeloupe, nous sommes au moins à 15 semaines de baisse consécutive. Et on enchaîne avec cette opération de communication autour des contrôles de tests PCR et motifs impérieux à l'aéroport Paul Caraïbes. Vous le savez, un test négatif au Covid de moins de 72 heures est requis. De plus, il vous faut maintenant une excuse valable pour voyager. En tout cas, des mesures pour limiter l'arrivée des variants, comme nous l'explique Patrick Saint-Martin de l'ARS au micro de Charlie Dagonia. Regardez. Bonsoir monsieur, test PCR, pièce d'identité, PCR. L'objectif aujourd'hui, c'est de montrer comment se déroule concrètement l'opération d'accueil des passagers. Accueil avec deux fonctions, une fonction de contrôle des motifs impérieux, contrôle qui est effectué par la police de l'air et des frontières en lien avec la préfecture, et un contrôle du test PCR présenté par chaque passager, et ce contrôle est effectué par l'ARS. Normalement, les passagers sont censés avoir leur test effectué dans les 72 heures. On a quelques situations où les passagers peuvent être en défaut de test, mais la plupart du temps, c'est un défaut de test lié à une durée. Ce défaut de test est lié à un test périmé, puisque le vol intervient à ce moment-là plus de 72 heures après la date de réalisation du test. Ces contrôles sont tout à fait normaux et sont totalement indispensables si on veut préserver cette île de la pandémie qui fait rage dans le monde entier. Moi, c'est professionnel. Voilà, je suis cuisinier. Et voilà. Alors voilà. Et j'espère que ces contrôles, mais malheureusement, ça freine énormément le tourisme. On le sait. C'est une pierre deux coups. On protège l'île, mais par contre, on pénalise énormément la fonction première de l'île, qui est le tourisme. Donc j'ose imaginer la douleur de tous les professionnels du secteur. Le message fort, c'est qu'il faut continuer de protéger cette île. Cette île a une capacité d'accueil qui est importante en termes touristiques, mais une capacité de prise en charge médicale relativement limitée. Et donc nous devons rester attentifs à nos capacités de prise en charge. Ça nécessite vigilance de la part de tous. Les personnes malades doivent éviter de voyager, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et on doit tout faire pour éviter au maximum l'introduction des virus variants ici. Si tel devait être le cas malgré tout, il faut tout faire pour que ce virus variant ne se diffuse pas dans notre population. Nous savons les ravages qu'il peut faire en termes de diffusion dans un groupe donné, une fois qu'il s'est installé. Et donc il faut tout faire pour éviter la transmission locale du variant. C'est notre principale préoccupation en ce moment.
Et notez qu'actuellement l'Institut Pasteur s'équipe pour pouvoir détecter notamment le variant anglais au Covid-19, mais ça risque d'être compliqué puisque visiblement il a déjà muté. Et on parle santé toujours, puisque nous recevons le docteur Véronique Bourris-Espian, qui nous parlera de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors dites-nous tout sur le dépistage cette année. On sait que avec le Covid, tout doit être reformulé, tout doit être réorganisé. Est-ce que ça vous porte préjudice ou la campagne se déroulera comme prévu ? La campagne se déroulera comme prévu, puisqu'en fait, on envoie, nous, en tant que centre de dépistage des cancers, des courriers aux femmes de 25 à 65 ans pour les inviter à voir un professionnel de santé qui respectera les gestes barrières et les diverses recommandations actuelles en cours. Donc de 25 à 65 ans. Alors, il s'agit d'un courrier invitant à se rapprocher d'un professionnel de santé de son choix. Ça peut être un gynécologue, bien sûr, mais aussi un médecin traitant qui fait des frottis cervico-utérins, mais aussi les sages-femmes, qu'on ne sollicite peut-être pas assez dans ce cadre-là. Et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui doivent effectivement mener les femmes à faire ce dépistage, ou bien naturellement, on devrait faire un bilan peut-être, je sais pas, toutes les années, tous les 2 ans ? Alors, il n'y a pas de signe avant-coureur et justement, il ne faut pas attendre qu'il y en ait. Puisqu'en fait, quand on commence à avoir des signes en matière de cancer, c'est que généralement, le cancer est déjà, c'est pas qu'il est trop tard, mais il est déjà avancé, souvent. Donc le principe, c'est de faire un dépistage pour tous les 3 ans de 25 à 30 ans, qui se fait par frottis cervico-utérin. On va prendre les cellules et de 30 ans à 65 ans, tous les 5 ans, on va rechercher là un virus qui provoque le cancer, qu'on appelle l'HPV. Donc ce test est à faire donc, tous les 3 ans de 25 à 30, tous les 5 ans de 30 à 65 ans. Est-ce qu'il y a des rendez-vous particuliers à prendre ou on peut voir son... Alors, de principe, à peu près la moitié des femmes guadeloupéennes font un frottis. Donc nous nous adressons particulièrement ce soir à la moitié des femmes qui ne font pas de frottis, puisque c'est un cancer qui, quand il est pris tôt, est guéri dans 90% des cas. Et bien souvent, on peut les découvrir avant même qu'il soit devenu cancer. Donc l'idée de ce dépistage, c'est d'aller avant les signes, faire le test tous les 3 ans ou tous les 5 ans selon son âge, de façon à être en bonne santé longtemps. Et est-ce qu'il y a moyen, effectivement, tout au long de sa vie, de préserver son col de l'utérus ? Je sais pas, avec le sport, la nourriture. Il est évident que, comme pour la plupart des cancers, l'activité physique, le bien manger, ne pas fumer, ne pas consommer trop d'alcool sont des facteurs qui empêchent d'avoir trop de cancer. C'est valable pour le col de l'utérus aussi. En ce qui concerne le virus HPV, qui donc est le virus qui va provoquer sur des années le cancer du col de l'utérus, il s'agit de vacciner les jeunes enfants, enfin les jeunes, de 11 à 14 ans, garçons et filles. Depuis le mois de janvier, les garçons doivent se vacciner aussi. Enfin, c'est un vaccin qui est conseillé, de façon à ce que le virus HPV ne circule pas et que ce cancer finisse un jour par disparaître. Mais HPV, il me semble, je crois que c'est herpès. Alors non, c'est HSV. Celui-là, c'est human, le H, papilloma, le P, et V, virus. C'est un virus qui a dont on a plusieurs types. On compte à peu près 200, mais il y a d'une manière générale 16 virus qui vont donner des cancers chez des gens prédisposés. D'accord. Ce sont des cancers qui sont aussi qui peuvent exister dans la bouche lorsque les personnes ont des rapports anaux-buccaux ou bien génito-buccaux. Donc c'est un virus qui est très commun. 90% des gens qui ont des relations normales ont été porteurs d'un virus, mais certaines personnes sont plus sensibles que d'autres et donc ne vont pas nettoyer ce virus au fil des années. Et c'est ces personnes-là qu'on va chercher à dépister pour leur éviter d'avoir un cancer. Est-ce qu'on a une amélioration des statistiques en termes de cancer de l'utérus ? Eh bien non, justement. Ça fait partie des rares cancers dont le pronostic est en train de diminuer. On a, à l'échelle nationale, je ne parle pas que de la Guadeloupe, à l'échelle nationale, probablement parce qu'il y a eu un relâchement ces dernières années sur la nécessité de faire ces examens.
de frottis. Certes, c'est une situation pas toujours très confortable de faire un examen gynécologique, mais quand ça peut vous sauver la vie, ça vaut peut-être le temps de s'y arrêter. Donc des petits check-up tous les 3 ans, entre 25 et 70 ans, pour éviter les problèmes. Tous les 3 ans de 25 à 30, tous les 5 ans de 30 à 65. Et puis après, on peut continuer à prendre soin de sa santé, bien entendu. Merci beaucoup docteur en tout cas pour toutes ces indications par rapport justement à cette campagne de sensibilisation, dépistage du cancer du col de l'utérus. Merci encore. Et on sera à Capesterre pour les rendez-vous de l'ADI, une manière effectivement pour la collectivité de conseiller les entrepreneurs pour qu'ils s'installent favorablement sur le territoire. Regardez. Je suis très heureux de pouvoir accueillir donc plus d'une quarantaine de porteurs de projets, puisque c'était là aussi l'un des axes forts du programme que nous avons présenté aux Capestériens, faire en sorte que nous puissions valoriser le génie capestérien, structurer et pérenniser les activités. Ce matin, donc fort donc de l'accompagnement de Pôle emploi, de l'ADI, de la coopérative donc Initiative Jeune, donc nous leur portons l'information nécessaire pour qu'ils puissent parfaire leurs projets et surtout que nous puissions donc les accompagner jusqu'au lancement de leur structure, puisqu'il s'agit aussi à finalité de pouvoir créer un certain nombre d'emplois, d'activités et surtout d'offrir des services à la population. Trouver des éléments complémentaires pour me permettre de développer mon activité. J'espère que j'aurai les réponses que j'attends. Pour que je puisse continuer dans ma lancée. C'est une manière aussi donc déjà d'agir contre ce chômage qui fait qu'on a la sensation que Capesterre s'est quelque peu endormi, alors que nous le démontrons encore ce matin qu'il y a de l'envie, qu'il y a de la détermination et surtout qu'avec la mise en place donc de ces différentes activités, différents services, que ce soit sur le champ touristique, social, en gros la redynamisation de l'économie, c'est focaliser aussi l'attention des Capestériens sur le consommé local, mais aussi inviter plus largement les Guadeloupéens à venir et à dépenser dans les commerces de Capesterre-Belle d'Eau. Je pense que ça peut effectivement beaucoup nous aider à pouvoir continuer à persévérer sur notre lancée pour qu'on ne puisse pas se décourager parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, donc ça peut effectivement nous apporter un plus. Nous recevons donc 42 porteurs de projets donc, qui vont faire l'objet d'un accompagnement des services de la ville, de Pôle emploi, de l'ADI et de la coopérative donc Initiative Jeune. Nous faisons la passerelle aussi donc avec les services de la région de manière à ce que nous puissions structurer l'offre et surtout nous assurer qu'ils aient toute l'information nécessaire pour pouvoir donner une base solide à leur projet et structure pérenniser leur entreprise. En tant que futur chef d'entreprise, les informations et le financement, c'est quand vous vous rendez dans certaines administrations pour avoir certains éléments, pour vous permettre en fait de pouvoir finaliser votre dossier. Ça reste un peu compliqué d'avoir certaines informations concrètes et précises. Donc c'est surtout ça le problème. Et puis le nerf de la guerre, effectivement, le financement qui n'est pas facile à trouver. Et la CMA, elle, poursuit son tour de la Guadeloupe des artisans, une idée initiée par l'ex-président Gabriel Foy. Des visites pour recueillir leurs doléances en cette période très difficile, et Yopakawé Boutaï même au final. En tout cas aujourd'hui, la délégation s'est rendue sur le territoire saint-rosien. Le reportage. Une initiative qui a été prise par le précédent président de la Chambre des métiers, M. Gabriel Foy. Et comme pour nous, il s'agit d'une activité intéressante, se rapprocher des artisans, aller sur le terrain, il nous a paru tout à fait normal de poursuivre cette action-là. La période Covid-19, ça a plus ou moins été, parce que quand on était en pleine crise, je n'avais pas encore commencé avec les employés. J'avais une qui était à temps partiel, donc j'ai pu gérer. Et l'après-Covid, ça a été, puisque les clientes ont été, elles ont été là, elles étaient présentes après. Donc j'ai pu remonter après. Mais c'est là, le mois de janvier, c'est un peu plus compliqué là. Et là, nous avons en tout cas la chance d'avoir avec nous non seulement le staff, en tout cas l'équipe de développement économique de la
la communauté de communes du Nord Basse-Terre, mais aussi nous avons Madame le maire qui en fait viennent nous appuyer et nous présentent aussi les différentes mesures qu'ils ont mises en place pour accompagner les artisans de leur territoire. Nous espérons bien qu'ils vont pouvoir effectivement bénéficier de certaines aides qui sont là, qui sont prêts dans le cadre du plan de relance. Après, l'essentiel, c'est d'être accompagné sur le plan de l'administration et puis voir comment faire valider ces dossiers-là pour que financièrement, ils puissent aussi s'en tirer. Mieux accompagné, pas encore puisque c'est pas encore le cas, mais ça m'a donné un petit peu les directions à prendre, voilà, par rapport aux questions que j'avais effectivement depuis après le Covid, concernant les aides vers qui me tourner. Donc je pense que ça sera bénéfique à mon futur accompagnement. Il y a toujours une petite étoile, un petit... Voilà, où on dit attention, mais ce n'est pas souvent des subventions, ce sont des prêts. Beaucoup de gens se trompent entre subventions et prêts. Et on voit très bien que la personne elle est jeune, elle est dynamique, elle est volontaire. Et je pense que c'est ça qui est important, cette synergie entre tous les acteurs pour que nos populations puissent se sentir accompagnées, que puissent pouvoir faire aboutir leur projet, quoi. Absolument, ça nous permet de pouvoir nous rencontrer, de mettre en synergie nos moyens, de manière à aller tous dans le même sens pour pouvoir, en tout cas, tenter de réduire les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Un reportage signé Stanley Manicor. Et à l'heure où notre société semble vouloir tendre vers une égalité entre les sexes, les femmes sont invitées à se diriger vers des métiers traditionnellement masculins. Au lycée Chevalier Saint-Georges, on souhaiterait en voir plus intégrer le cursus de sciences de l'ingénieur. Pour exemple, le bac pro système numérique compte seulement 4 filles de la seconde à la terminale. Vous imaginez une tendance qu'il est urgent d'inverser. Le reportage. Alors cette sensibilisation, tout simplement pour expliquer, convaincre les élèves, les filles, que les métiers qui sont traditionnellement destinés aux hommes sont faits aussi pour elles. C'est important qu'elles le comprennent. Je vais vous donner un exemple très précis. Nous sommes un établissement polyvalent, un lycée polyvalent, dans lequel nous avons un bac professionnel système numérique. Nous avons un BTS système numérique, les 2 options A et B. Sur le bac professionnel, sur les 3 niveaux, de la seconde à la terminale, nous avons 4 filles. 4 filles uniquement, une en terminale, 2 en première, une en seconde. Sur le BTS, nous avons 2 filles sur tous les BTS, SNIR, SNEC confondus. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut que nos jeunes filles, il faut que nos élèves filles sachent que ces métiers sont faits aussi pour elles. J'aimerais devenir développeuse logicielle. Pour ça, il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et il faut prendre beaucoup de temps pour réussir correctement. Je pense que la femme peut apporter beaucoup dans ce métier. On n'a pas forcément les mêmes visions, les mêmes caractères que les hommes, donc je considère que ce n'est pas un métier d'homme, que la femme peut faire aussi bien que l'homme. La journée des sciences de l'ingénieur au féminin est une opération importante parce qu'il s'agit d'informer les jeunes femmes sur les possibilités de carrière qui sont offertes dans les entreprises et notamment dans les entreprises industrielles. C'est de les amener aussi vers des métiers scientifiques, industriels, technologiques, alors que l'on sait que les femmes sont moins représentées dans ce cadre. C'est effectivement un combat qui me tient à cœur. Je suis cofondatrice et secrétaire de l'association pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et c'est un domaine sur lequel nous travaillons fortement, à savoir amener plus de femmes vers les responsabilités dans le milieu professionnel. Les images de Michel Depape. Et on enchaîne avec la ville du Gosier qui recrute au sein de sa réserve communale de sécurité civile. 11 nouveaux réservistes assureront des missions de prévention des risques majeurs, de soutien et d'assistance à la population, mais aussi de rétablissement des activités après effectivement des sinistres. Un don de soi très apprécié visiblement par Cédric Cornet. Le reportage.
Pour nous, c'est totalement l'engagement que nous avons aussi politique, à savoir que la liste au service de la population du Gosier, c'est la seule liste bénévole d'une commune de plus de 20 000 habitants en France. Je suis maire bénévole et de voir que des Gosieriens s'engagent bénévolement pour la sécurité civile des Gosieriens, ça me fait super plaisir et ça prouve bien qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde et que des gens sont prêts à faire du don de soi, à être là pour tous les citoyens. Et ça me touche énormément. En fait, moi, à la base, je suis dans les métiers de la sécurité. Donc, pour moi, aider et assister les personnes, c'est un peu une seconde nature. Donc, du coup, quand j'ai eu l'appel de la ville du Gosier, c'est avec plaisir que je suis venue parce que je pense que c'est une avancée très importante et que personnellement, j'attendais de pouvoir m'investir dans la ville et de pouvoir m'engager dans des actions vraiment concrètes pour aider les personnes qui en ont besoin. Alors, elle a vraiment un objectif de pouvoir être vecteur d'information et d'action. Information dans un premier temps pour dire très clairement que oui, on risque d'avoir des catastrophes naturelles, de se préparer. Et le jour où ça arrive, on serait vraiment dans un cadre pour pouvoir déjà préparer. Et notamment, nous, Ville du Gosier et la Riviera du Levant, nous avons vraiment opté pour le choix de mettre à disposition des kits de survie aux Gosieriens dans toutes les maisons. Donc on est dans une vraie préparation de fond. Je voudrais que dans les écoles aussi, on prépare les enfants très tôt aux catastrophes naturelles, aux gestes qui peuvent les sauver. Et on est dans cette optique et on travaille avec une vision. Nous avons une vision sur du long terme pour permettre aux Gosieriens d'aller plus vite dans le sentiment de sécurité dans les catastrophes naturelles. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Et avant de refermer ce journal, je tiens à remercier effectivement Windies, on peut dire Karukira aussi, puisqu'ils ont une déclinaison Guadeloupe pour ce magnifique polo. Encore merci. Une bonne soirée à vous. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et nous recevrons ce soir Harry Durimel qui est engagé dans la lutte pour condamner les pollueurs au chlordécone depuis plus de 15 ans maintenant. On dirait une lutte sans fin. Il nous expliquera effectivement les tenants et les aboutissants de cette bataille. Ce sera tout de suite après la coupure pub à 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Dimitri Gobardan. Merci. Allez sur le site de Windytex, et vous trouverez, il y a Martinique, Guadeloupe et Afrique. Bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Franck Abar, bonsoir Général, bonsoir à Armande Aubertan, à Christo Le Rebelle, bonsoir à Mike Lonson, bonsoir également à Franck, bonsoir à qui d'autre, à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à La Rose du Désert, à Alberson Dorsil, bonsoir également à qui d'autre, à Damien Salibur, j'ai du mal puisque ça remonte à chaque fois vu que vous envoyez des messages, au Tep Kémit, à Damien, bonsoir à qui d'autre, désolé ça défile trop vite, on se quitte pour une page de pub et on revient en plateau avec Harry Durimel sur le dossier du chlordécone.